Le Bénin a cédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Au lendemain de cette souveraineté, la jeune République a connu une série de coups d'État. On en dénombre 8 au total en 12 ans. C'est dans ce contexte d'instabilité chronique que Mathieu Kérékou a fait parler de lui un 26 octobre 1972. Une fois au pouvoir, il a engagé le pays sur la voie du marxisme-léninisme, promettant ainsi de le diriger dans la sagesse et la dignité. Mais des années après, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Presque tous les secteurs étaient paralysés. Dans les années 89 et 90, le Bénin a connu une série de crises. De cette situation est née l'idée de la conférence des forces vives de la nation pour aplanir les divergences. Cette histoire n'est malheureusement pas connue de la nouvelle génération puisqu'elle n'est pas enseignée dans nos collèges et lycées ni à l'université. Un peuple sans histoire est un arbre sans racines. Et pour que l'histoire dure et impacte, il faut la raconter à la génération actuelle qui, à son tour, devra la raconter à la postérité. Plus de 30 ans après la conférence nationale, on constate, hélas, avec amertume que la jeune génération n'a quasiment aucune connaissance de ce pan de l'histoire du Bénin. Si vous prenez des Béninois de 30 ans ou moins, aujourd'hui, très peu savent ce que c'est que la conférence nationale. Je vais même vous étonner en disant que même au niveau de la grande majorité de la population béninoise, combien de personnes peuvent chanter de bout en bout notre hymne national? Un pays a un gouvernement, vrai ou faux. Mais je dis tout ce qui concerne l'éducation nationale. Mais, qui est le patron de l'éducation nationale? Ce n'est pas des individus. L'orientation sur le plan de l'éducation, il y a un gouvernement. Il y a un président de la République. Il y en a une. Ce qui s'est passé doit désormais habiter notre conscience, doit désormais habiter notre mémoire, doit désormais faire partie de notre vie. Il y a beaucoup, comme vous le dites, qui ne savent rien de la conférence. Mais comme vous ne savez pas quels ont été les grands enjeux, les grands défis, les grands risques de ces lieux, mais vous vous amusez avec ça. Vous vous amusez avec ça. Si l'histoire de la conférence nationale n'est pas connue de la jeune génération, à qui la faute? Nous avons alors décidé de jeter un coup d'œil sur le programme d'études d'histoire et de géographie de l'enseignement secondaire béninois. Le constat est désolant et laisse perplexe. En le parcourant de la 6e en terminale, on ne note aucune trace de la conférence nationale. Que s'est-il passé pour que cette histoire soit absente des programmes d'études? Moi, j'ai le privilège d'enseigner aujourd'hui dans des écoles, des universités privées et le journalisme. Et quand j'arrive, je me rends compte à l'entame du cours que les étudiants que j'ai en face de moi ne connaissent rien de la conférence nationale. Je trouve ça scandaleux. Et quand je dis les étudiants de première année, c'est-à-dire ceux qui viennent fraîchement du secondaire. Alors je pense, nous l'avons suffisamment dit au cours des ateliers que nous avons organisés pour ce 30e anniversaire, que une des faiblesses de notre système éducatif, c'est de n'avoir pas su préparer des ouvrages pour enseigner aussi la conférence nationale dans les ouvrages d'histoire et autres. Je pense que ça peut être corrigé pour que les générations qui vont venir sachent désormais, au même titre que l'on sait ce que c'est que la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, que l'on sache ce que c'est que l'indépendance du Bénin, eh bien, qu'on puisse savoir aussi ce que c'est que la conférence nationale des forces vives. Pendant ce temps, l'histoire occidentale, quant à elle, occupe une place importante dans le dit programme d'études.
Si la conception des programmes d'études est du ressort des inspecteurs de l'enseignement du secondaire, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Sont-ils influencés par le pouvoir central? Le Conseil national de l'éducation a-t-il une part de responsabilité? Il est absolument nécessaire qu'une bonne frange de nos programmes éducatifs, depuis la maternelle jusqu'à l'université, soit consacrée à l'histoire du Bénin dans cette dimension les plus percutantes, notamment la conférence nationale. Il n'y a pas que ça. Donc, l'histoire du Bénin est riche et doit être enseignée aux Béninois de tous âges. Parce que le constat est amer. Le premier pôle, c'est le pôle des décideurs. Et qui est le décideur? Ce n'est que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et tout ce qui est sur les décideurs. Mais est-ce que le décideur a la science infuse? Le décideur a besoin d'être éclairé. D'où la nécessité d'un second pôle, qui est le pôle de l'éclaireur. Et l'éclaireur, c'est qui? Ce sont les universitaires. C'est le plus haut niveau de la recherche. Ce sont les résultats de recherche qui doivent pouvoir éclairer les décideurs pour prendre de bonnes décisions. Les deux pôles ne suffisent pas pour qu'un pays puisse correctement gérer. Il faut le développeur. Il y a le développeur. Ce sont ceux-là qui opérationnalisent les résultats de recherche qu'on trouve. Donc, les opérateurs économiques. Ceux qui peuvent transformer tout ce qu'on trouve dans les laboratoires là pour le mieux-être des populations. Alors, si au niveau de ces trois pôles, il n'y a pas un travail en synergie, on va toujours piétiner. On va se tromper de cible. On va se tromper de raisonnement. Il faudrait que le développeur, le décideur ait la modestie d'écouter l'éclaireur, donc le chercheur. Et que ce qu'on retrouve là, il faudrait encore celui qui décide, puis c'est celui qui a les moyens pour créer des conditions pour permettre aux opérateurs économiques, aux développeurs, créer des infrastructures de cela. Tant qu'il n'y a pas ce travail en synergie, au niveau de ces trois pôles, aucun pays ne pourra être stable. On va trouver des arguments fallacieux à gauche, à droite, mais c'est là qu'il faut revenir. Combien de fois on associe les universités ou bien comment on appelle, les laboratoires et tout ça par rapport aux grandes questions, aux grandes décisions qu'on veut prendre. Mais nous ne connaissons pas nos histoires, mais nous connaissons comment la Première Guerre mondiale a eu lieu, et la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, on nous évalue là-dessus. Mais ce qui constitue notre histoire, et donc qui doit nous propulser vers l'avenir, nous ne connaissons pas ça. C'est dur. Au mauvais génie béninois. On s'est dit au génie béninois dans l'autre sens. Parce que c'est un héritage commun. Un peuple qui ne sait pas faire mémoire, un peuple qui ne connaît pas son histoire, un peuple déjà décadent et déliquescent. La conférence nationale a démarré ses travaux le lundi 19 février 1990 et s'est achevée le mercredi 28 février de la même année, une date qui coïncidait avec le mercredi décembre. Les 19 et 28 février 1990 n'ont pas été choisis au hasard. Intéressons-nous alors à l'arithmancie, qui est la science intellectuelle, technique et opératoire de la divination Fa et donc des nombres. Cette science permet aussi d'étudier toutes les réalités physiques, mais également invisibles par rapport aux nombres et donc à tout ce qui a une date de naissance. L'arithmancie nous conduit alors sur le chemin de la loi des cycles, des grands événements. Comment fonctionne cette loi? Pour mieux l'appréhender, nous avons pris rendez-vous avec le métaphysicien Amoussa Rahimi. Le Bénin va encore rentrer dans un nouveau cycle après le 28 février 2020. La loi des cycles voudrait qu'il y aura une renaissance encore de la nation. La nation va s'habiller d'une nouvelle manière encore. Pas s'éliminer, mais soit évoluer, soit régresser. Mais nous sommes dans un contexte d'évolution, mais d'évolution qui viendra de la crise.
ou des solutions données à la crise. C'est pour vous dire que, en dehors du 1er août 1960, le Bénin a subi et a connu une autre naissance qu'on peut dire 28 février 1990. C'est une des deuxièmes dates de naissance de la nation béninoise, suivant la loi des cycles. Cette loi des cycles et des grands événements fait naître une autre loi qui est celle de 1 égale 4 égale 7. Le 1 étant la volonté, le 4 la fondation et le 7 la victoire du Seigneur. Donc en arithmétique, 1 égale 4 égale 7. C'est un nombre blindé. C'est un nombre magique qu'on peut utiliser, qu'on utilise souvent pour les pentacles, pour les opérations, pour aider les gens. Le chiffre 1 est égal à 0 plus 1. 1990 égale 1 plus 9 égale 10 plus 9 égale 19 plus 0 qui est égal à 19. Si on considère le 19 février 1990 et qu'on additionne 1990, on aura 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 0 égale 19. Ce qui veut dire que le début est 19 et la fin est également 19. Alors, que peut-on comprendre à travers le chiffre 19 ? C'est un nombre dans l'arithmétique qui est dit de dette karmique. Donc, la conférence s'est ouverte sur un jour de dette karmique. Un jour de dette karmique où, si on ne pense pas à la masse, puisque le 9, c'est la masse, c'est l'humanisme. Si on ne pense pas à ça, ça va capoter par la loi du karma 8, qui veut que le 19, ça fait 1 moins 9 égale 8. Ça veut dire quoi? La conférence s'est ouverte sur un danger réel. Tout pouvait basculer par le fait que le 8, c'est à cœur. Vous verrez que la division était au sommet. Or, le 8, qui dit 8, dit justice. Donc, il faut baser toute la période de la conférence sur la loi de la justice. Amusons-nous encore un peu avec la date de clôture de la conférence, le 28 février 1990. Additionnons le chiffre 28, 2 plus 8 égale 10. 1990 égale 1 plus 9 égale 10 plus 9 égale 19 égale 1 plus 9 égale 10. Ce qui veut dire que la conférence nationale est clôturée sous le signe de 10. C'est ce qui nous a sauvés, c'est-à-dire la conférence a eu lieu sous la protection à la fois de Dieu et des membres de nos ancêtres, sous le code secret 1 égale 4 égale 7. Qu'on le veut pas, nous ne pouvons que rendre hommage chaque fois à ceux qui ont été les auteurs, les gardiens de cette section de notre nation. Parce que là, ce qui s'est passé n'est pas de l'ordre humain seulement. Ce qui s'est passé n'est pas du tout de l'ordre humain. Quelque chose est au-delà qui filait de l'inspiration positive à des gens donnés dans ce mouvement-là. Sinon, ça pouvait être basculé dans du n'importe quoi. C'est pour vous dire que cette période du 19 février 1990 au 28 février 1990 a redémarré la machine de la nation béninoise qui bégayait. Il y avait du sable dedans. C'est une période qui va régulièrement toujours nous influencer désormais. Et quand vous analysez aujourd'hui, regardez tout ce que la nation vit. Et maintenant, comment se fait-il que petit à petit, en allant vers l'anniversaire de cette date, beaucoup de choses sont en train de rentrer encore dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Tous les 10 ans, le Bénin doit surveiller les 4 dernières années avant les 10 ans. Sinon, nous allons toujours passer par des crises.
dans cette période, c'est-à-dire 4 ans avant que 10 ans ne s'ajoutent à chaque ancien anniversaire. Selon une croyance ancestrale, tous les lieux ayant servi de cadre pour un événement de cette ampleur ou ayant servi de cadre d'affrontement physique et invisible sont toujours des champs de ruines. C'est le culte de l'occulte. Vous allez rapidement trouver que quelque chose de mystique, au niveau mystique, on a dit que c'est mystique, là, parle publiquement, et qu'on affronte les idées. Il n'y a rien de mystique si nous ne soyons pas sérieux. C'est dommage. Et là où les gens se sont affrontés pour la prise de la Bastille, et ils ont érigé des monuments là. Comment appelle-t-on, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, là où il y a les débarquements, là où ils vont chaque fois célébrer à ces lieux-là. Et c'est seulement pour nous, Africains, pour nous, Béninois, on dit il y a eu quoi, mystique. C'est du bluff. C'est de l'irrationnel. C'est du bluff, c'est de l'irrationnel. Et ce qui empêche notre développement, c'est le culte de cet culte. Non. Il faut mettre de la raison dans ce que nous faisons, dans nos choix. Si nous décidons aujourd'hui comme peuple de sauver ces lieux, ce sera un grand pas de salut. Nous sommes pauvres, je dirais souvent, pour 3 causes. La première cause, nous sommes dans le monde visible. Dieu a voulu que nous soyons ici. Au lieu d'agir par notre pensée, notre langage, par nos mains, pour transformer le milieu et assumer nos responsabilités, nous rapportons tout au monde invisible. Et ça, nous sommes quoi perdants? Nous ne sommes pas sur la terre. Et ça, c'est la démission. Voilà une des premières causes de notre mort. Quelque chose se passe d'abord, faut être visible. C'est le vaudou. On a miné. Qui a miné quoi? Si nous avons assumé nos responsabilités, est-ce que tous les Béninois peuvent dire qu'ils font ce qu'il faut au niveau du travail, de la parole, de la cohésion sociale pour que nous soyons heureux? Deuxième cause aussi, nous avons une culture de dépendance. On veut tout recevoir. C'est le faux, c'est le grand frère, c'est l'oncle, c'est mon papa, c'est ceci, ceci. Et on veut, même dans les services, recevoir quelque chose avant de travailler. On attend ça. C'est une culture de dépendance qui nous empêche d'assumer nos responsabilités. Du coup, les autorités de la région, on attend que ce soit le gouvernement. On attend que ce soit ci et ça. C'est chacun d'abord a assumé d'abord ce que signifie l'autel de la région dans son cœur au niveau de sa pratique. De sa pratique. Si c'était le cas, ceux à qui appartient cet hôtel, ou même le gouvernement, n'allaient pas manquer de moyens pour sa restauration. Rien de bon ne peut s'illustrer à la condition qu'il n'y a pas encore un homme qui porte le 13. Seul le 13 peut venir encore dire ça suffit, on redémarre. C'est pour vous dire quoi? Actuellement, le 13 est là, peut refaire ça. La conférence des forces vives de la nation a réuni des délégués de presque toutes les couches de la société. Elle s'est tenue dans l'enceinte du mythique hôtel PLM à Lédio, entendez Paris-Lyon-Marseille ou Méditerranée. C'est ici que 493 vaillants citoyens béninois, dont 13 femmes, ont décidé de remettre la machine Bénin sur les rails de la démocratie. Pour beaucoup de citoyens béninois, PLM à Lédio est le laboratoire de la démocratie béninoise, voire africaine. Mais 30 ans après, l'hôtel végète dans l'abîme. Normalement, tout doit être mis en œuvre pour que cette mémoire vive et collective du pays à jamais ne disparaisse. Déjà, pour commencer. Pour que des générations après, on puisse les amener là pour dire à un moment donné, un pays était complètement à terre, un pays était sous le joug de la fatalité, mais grâce à des délégués, plusieurs centaines de délégués réunis pendant une dizaine de jours dans cette salle, dans cet hôtel, dans ce hall, on a réussi à redémarrer tout un pays sans effusion de sang. Moi, je dis de manière prosaïque que l'état de PLM à Lédio, où notre démocratie est née, est l'état de notre démocratie. La démocratie ne peut jamais être en ruine. Il n'y a que ceux qui ont
été 10 jours durant au cœur de l'actualité de cette conférence. Une fois les travaux achevés, se sont livrés à une bataille de chiffonniers. Chacun voulait aller au pouvoir, diriger, sans plus se préoccuper de ceux qu'on n'a pas développé notre pays. Nous aurons compris que nous ne devons pas laisser cet hôtel en ruine. Donc il y a une rénovation qu'il faut faire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire, au niveau d'abord théorique, au niveau, je dirais, idéologique au sens noble du mot, ne se rappelle pas des valeurs nobles, des principes qui ont fondé son histoire, va à la ruine. D'abord ça. Ensuite, les symboles, les signes, les symboles qui doivent l'aider à se rappeler cela. Quand le peuple laisse se détruire, le peuple n'a plus de référence ou de référent concret. Parce que l'homme est fait de corps. C'est tellement important pour que ça rentre dans le patrimoine matériel et immatériel. Pour que l'histoire ne s'efface pas. Un peuple sans histoire, un peuple sans archives, un peuple sans passé n'est pas un peuple. L'histoire n'est pas partie, l'histoire vit dans la tête de chacun de nous, c'est faux. L'histoire ne part jamais, mes frères. Et ces cris sont si multiformes qu'elles se manifestent à travers la ruine de l'hôtel qui a abrité cette conférence pour nous interpeller vivement. Donc quelque chose a commencé en nous, qui nous détruit, qui nous éloigne des idéaux de la conférence nationale. Au niveau d'abord, pas des dirigeants, au niveau d'abord des citoyens. Un pays est d'abord fait par les citoyens. Et ensuite par ceux que les citoyens choisissent pour diriger leur destinée. Nous devons donc nous interpeller au niveau d'abord des citoyens et des citoyens. Qu'est-ce qui est en ruine à nous au niveau de notre rapport à la politique, de notre rapport à l'économie, de notre rapport à la culture, de notre rapport interpersonnel? Quelque chose est en ruine à nous, nous Béninois. La démocratie n'est pas en ruine. C'est nous-mêmes qui n'avons pas su faire prospérer les choses au niveau des attentes de la conférence nationale. Je crois que ce n'est pas encore tard que les gens se ressaisissent pour redonner, disons, un contenu à tout ce qu'on avait fait à la conférence nationale. Non seulement donner un contenu, mais redynamiser ce contenu-là et permettre à des gens de pouvoir se saisir des décisions de la conférence et de voir comment elles évoluent dans le temps et dans l'espace. Réhabiliter les lieux, c'est réhabiliter la démocratie. C'est prendre soin des lieux, c'est prendre soin de la démocratie. Et ces lieux, nous devons les indiquer à nos enfants. La vérité n'est pas de montrer aux enfants, vos enfants, même si vous les montrez, ça ne les marque pas. Même l'histoire de la conférence nationale aujourd'hui ne marque pas nos enfants d'aujourd'hui. Aucune vérité n'est là, mes frères. Non. 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 La vérité se trouve dans ceux qui ont vécu l'événement, dans leur existence encore. Ceux qui sont encore vivants, c'est eux. Il faut s'accrocher à eux encore, pour qu'ils nous aident encore. Il faut les honorer. Il faut honorer celui qui respire et qui a participé à un événement. C'est mieux. La vérité se trouve là. Si l'hôtel PLM Alédio est abandonné aujourd'hui, faut-il le démolir et ériger sur le site un monument ou en faire une station balnéaire vu sa proximité avec la mer? On ne peut pas démolir l'hôtel PLM Alédio parce qu'un peuple vit d'histoire et de symboles. Et c'est notre renaissance, la conférence des forces vives de la nation. Les indépendances, il y a 60 ans, la conférence, il y a 30 ans cette année. Beaucoup de lieux dans ce pays ont besoin d'être rayés. Moi, personnellement, qu'on raye ça et qu'on fasse autre chose là maintenant. Parce que ce qui s'est passé là, beaucoup de choses sont diaboliques. Il vaut mieux redonner un autre visage à ça. En toute sincérité, si c'est dans ma petite tête là, tel que c'est là, c'est devenu un monument historique, un site historique. Tel que c'est là, on n'a rien à modifier là. Et on peut mettre un truc là, ce genre de pierre, je ne sais pas quoi, mais ce site là, ça devait pouvoir être retapé, mais tel que c'est là, hein. Est-ce que ça va être des centres de formation ou des bibliothèques? Et déjà, si on arrive là, on devait trouver les archives de la conférence nationale
depuis sa préparation jusqu'à tel endroit, on met des salles pour la formation, ceci, on va à tel endroit. Quand les gens étaient arrivés, voilà où tel était logé. Voilà là où les salles dans lesquelles les conciliations se faisaient. Et ça, j'ai dit bien, c'est que ça allait drainer, faire venir de l'extérieur pour voir ça. C'est inestimable. Comme la Révolution française de 1789. Un jeune Français aujourd'hui en parle. C'est l'art fondateur de leur république, de leur pays. Et nous, ici au Bénin, nous avons la place du bicentenaire. Nous ne sommes pas français. On a la place du bicentenaire. Mais on n'a aucune place des indépendances. On n'a aucune place de la conférence. Il n'y a rien. Mais c'est dramatique pour un peuple de vivre ainsi. Il faut... Et on n'abolit pas, on n'abîme pas le passé. Parce qu'on ne peut pas ressasser tout le temps le mal. On ne peut pas regarder tout le temps derrière. Celui qui regarde tout le temps derrière, il n'avance plus. Personnellement, l'arithmétique demande qu'on change de visage à ces lieux-là. Moi, je plaide donc que tout soit mis en œuvre pour que non seulement le nom des victorieux conseillers ou délégués à la conférence nationale, mais aussi et surtout ce que chacun a dit, de constructif et de contre-constructif, soit su pour que l'histoire ne se répète pas, mais que l'histoire continue dans le bon sens. Je vous dis que le Bénin est un pays à part entière, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de sites, de lieux dans ce pays. Il faut changer de visage à ça parce que beaucoup de choses se sont passées là qui ne vont pas faire évoluer le pays. Ce que nous disons n'est pas une affaire de... Non, excusez-moi. Beaucoup de foyers de mal existent dans ce pays. Il faut quelqu'un pour raser ça. Il faut réhabiliter les lieux. Et ce serait le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir mutuellement, comme peuple, hein, et à l'occasion de ce 30e anniversaire. Nous sommes capables de réhabiliter PLM Alédio, c'est prendre soin de la démocratie. Je plaide pour que, à l'identique, ce rôle qui a accueilli ces centaines de délégués, plusieurs centaines, 500 et quelques, et plus, soit reconstitué pour que ce soit un lieu de, pas de tourisme, mais un lieu de pèlerinage, un lieu de souvenir, un lieu de ressourcement pour chaque Béninois, épris de paix, de vivre ensemble et de développement pour le pays. Vous voyez ailleurs, plusieurs parmi nous voyagent, et nous allons voir des monuments, la place de la Bastille, la place de ceci, qu'est-ce que nous avons chez nous? Mais nous ne sommes pas français, on a la place du bicentenaire. Nous ne sommes pas bulgares, on a la place Bulgarie. Mais construisons-nous à partir de nous-mêmes, à partir de notre histoire. Nous avons besoin dans nos grandes villes. Nous avons besoin, et dans les grandes cités, nous avons besoin d'une place de l'indépendance. Nous avons besoin d'une place de la conférence. Nous avons besoin de réhabiliter les lieux. Nous avons besoin de cette grande figure comme Monseigneur de Souza, qui trône et qui indique à nos enfants qui naissent que voilà ceux qui, à un moment déterminé de l'histoire, ont sauvé ce peuple. Et cela, ça permet aux jeunes d'avoir des modèles, d'avoir des références. Nous n'en avons pas. Et c'est ça le drame. C'est ça le malheur éthique. Parce que ce lieu a tellement contenu des énergies d'une négativité qui ne dit pas son nom. Les gens qui venaient beaucoup se sont blindés mystiquement. Ça fait que les murs, c'est-à-dire quand vous allez là, vous n'êtes pas fort, vous dormez là la nuit, vous-même vous saurez que des choses existent au Bénin. Détruire l'hôtel PLM Alédio et faire disparaître à jamais le sigle PLM, c'est-à-dire Paris-Lyon-Marseille, c'est effacer un pan de l'histoire du Bénin. C'est altérer l'intelligence de la jeune génération. Raser l'hôtel PLM Alédio, c'est couper la racine de notre démocratie. Et si les autorités venaient à décider de la destruction de l'hôtel PLM Alédio, que ferait la population ?